Plus de rendement pour moins de risques, ça vous tente? Aujourd'hui, nous allons passer en revue 4 anomalies boursières qui battent le marché. Petit rappel sur les marchés boursiers. Lorsque les marchés sont efficients, tous les prix des actifs sont justes au moment T. Il n'y a pas d'arbitrage, donc le rendement est corrélé au risque. Pourtant, si l'on étudie l'historique des marchés boursiers, certaines stratégies ont plus de rendement pour moins de risques que d'autres. Alors, les marchés seraient-ils inefficients? Non, c'est... Oh! La première anomalie est la value contre la croissance. Les values sont des entreprises à bas price-earning ratio, donc bon marché et plutôt à haut dividende. Les entreprises de croissance ont un plus haut price-earning ratio, un rendement plus faible et de bonnes perspectives de croissance. Si on prend les tableaux, ces entreprises ont été classées donc de numéro 1, donc les entreprises vraiment à très forte croissance, à numéro 10, les entreprises à forte value. Et si on regarde les données historiques donc de 1964 à 2020, on se rend bien compte qu'en moyenne, les entreprises value ont un rendement supérieur aux entreprises de croissance, mais elles ont aussi un risque plus faible. Si on regarde sur un graphique historique à présent, donc on a le rendement des entreprises de valeur moins le rendement des entreprises de croissance. Alors on voit bien que ça peut fluctuer, donc on va avoir certaines années où les entreprises de valeur vont mieux fonctionner que les entreprises de croissance. Dans ce cas-là, c'est des barres qui vont vers le haut. Mais on a aussi certaines années où les entreprises de croissance vont mieux performer que les entreprises de valeur. C'est le cas notamment durant la bulle Internet, où les petites entreprises très chères avec peu de revenus et à fort potentiel de croissance ont eu un succès phénoménal. Mais encore une fois, en moyenne, les entreprises de value ont mieux performé sur le long terme avec moins de risques. Je note bien, il faut faire attention, c'est des moyennes. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises value vont battre toutes les entreprises de croissance, d'accord? Il s'agit de moyennes. Alors pourquoi observe-t-on une anomalie comme celle-là? Alors aucune réponse n'est sûre, mais on peut faire quelques suppositions. Peut-être que les entreprises value sont moins appréciées car elles ont ce statut d'entreprise vieillissante, plus vraiment adaptées pour réussir dans le futur. Elles sont donc peut-être en moyenne sous-évaluées. Peut-être que les entreprises croissance sont plus sexy aussi pour les investisseurs. Elles sont plus jeunes et séduisent par leur potentiel de réussite. Elles seraient alors souvent surévaluées. Et ça finit par exploser comme lors de la bulle Internet. La deuxième anomalie est celle des entreprises profitables contre non profitables. Les deux facteurs pour classer ces entreprises sont la marge brute et le rendement des capitaux propres. De nouveau, si on prend les graphiques, donc ces entreprises ont été classées de numéro 1, donc non profitables, donc ça va vraiment être les entreprises avec des marges brutes fortement négatives et des rendements sur capitaux propres également négatifs, jusqu'à numéro 10, donc qui sont vraiment les entreprises très profitables, donc avec des marges brutes élevées et des rendements des capitaux propres élevés. De nouveau, on se rend compte que les entreprises profitables ont des rendements supérieurs aux entreprises non profitables, alors même que ces entreprises profitables sont moins risquées que les entreprises non profitables. De nouveau, je vous rappelle, dans des marchés efficients, on est censé avoir tout qui est pricé. Donc les entreprises non profitables sont peut-être plus risquées, ça peut paraître logique, mais alors le rendement doit aussi être supérieur. Et c'est pas le cas ici. De nouveau, si on prend le graphique historique, on a les entreprises profitables moins les entreprises non profitables. Donc toutes les barres positives, c'est les années où les entreprises profitables ont mieux performé que les entreprises non profitables. Et toutes les barres négatives, c'est les années où les entreprises non profitables ont mieux performé que les entreprises profitables. En moyenne, donc, on a les entreprises profitables qui fonctionnent mieux. Mais vous voyez bien que c'est pas forcément le cas chaque année. Typiquement, de nouveau, lors de la bulle Internet, on a eu tout un tas d'entreprises non profitables qui ont eu des rendements vraiment énormes durant la bulle Internet. Alors pourquoi on observe cette disparité? Peut-être que les entreprises non profitables sont plus difficiles à valoriser car leur prix dépend beaucoup des projections futures. Elles seraient alors surévaluées en moyenne, ce qui mène à un moins bon rapport rendement-risque de leur part. La troisième anomalie est celle des entreprises conservatrices contre agressives en termes d'investissement. Les deux facteurs pour les classer sont la croissance des actifs et le degré d'endettement. De nouveau, si on prend les tableaux, on se rend compte que les entreprises qui vont avoir tendance à moins investir et à moins s'endetter vont en moyenne avoir de meilleures performances pour moins de risques que les entreprises agressives en termes d'investissement. Et en termes de graphique historique, de nouveau, on voit les barres négatives, c'est lorsque les entreprises agressives en termes d'investissement performent mieux, et
de nouveau, on voit que ça switch d'année en année. Et même si les entreprises conservatives fonctionnent mieux en moyenne, on remarque sur le graphique que ces 4 dernières années, c'est bien des entreprises agressives en termes d'investissement qui ont en moyenne mieux fonctionné. De nouveau, pourquoi est-ce qu'on observe cette anomalie? Peut-être que c'est tout simplement une survalorisation de l'investissement. Peut-être que les investisseurs ont tendance à trop surévaluer l'investissement d'une entreprise. Donc les attentes de la part du retour sur investissement est peut-être trop élevé en moyenne, ce qui peut expliquer cette disparité. Encore une fois, c'est que des hypothèses, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. La dernière anomalie, qui est aussi la plus connue, est le momentum investing. Il s'agit chaque mois d'investir dans le top 10 des meilleures actions des 12 mois précédents. Le mois suivant, vous refaites la même chose en vendant les actions qui ne sont plus dans le top 10 et en achetant les nouvelles actions du top 10. De nouveau, si on met ça sur un tableau, on voit que les entreprises qui en moyenne sont dans le top 10% vont vraiment avoir des rendements largement supérieurs aux entreprises qui sont dans le top 10 inférieur. Et tout ça de nouveau pour moins de risques. Et on a vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 15% de rendement de différence, c'est vraiment gigantesque. Si on prend les données sur le tableau historique, donc les entreprises winners contre les entreprises losers, on voit bien de nouveau que la plupart des barres sont positives, donc ça va être des entreprises winners qui vont mieux performer ces années-là. Mais de nouveau, on voit qu'on a certaines années où c'est les entreprises losers qui vont mieux performer. Typiquement pendant la crise des subprimes, vous voyez que si vous avez appliqué cette stratégie donc de toujours acheter les winners, eh ben vous vous êtes pris une sacrée perte. Et de nouveau, vous avez même des ETF qui vont répliquer la stratégie que je viens de vous énoncer. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas actuellement, cet ETF surperforme le SP500. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous devez vous demander, mais pourquoi personne n'utilise ces stratégies pour s'enrichir si elles sont si efficaces que ça? Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Déjà, les investisseurs n'ont pas un horizon d'investissement illimité, ni des fonds illimités. Certaines stratégies mettent du temps à converger et peu de gens vont attendre 10 ans pour que leur stratégie fonctionne uniquement sur la base de données historiques. Aussi, la plupart de ces inefficiences sont plus importantes pour les petites capitalisations que pour les grandes. Le marché est moins liquide et les coûts de transaction sont plus grands. C'est aussi là peut-être la cause de ces inefficiences. Évidemment, on a aussi certainement une mauvaise gestion du risque des marchés dans l'ensemble. Nous avons vu que les comportements humains peuvent mener à des surévaluations ou à des sous-évaluations. Dernier point qui est sûrement le plus important, ce sont des données historiques. Donc ces données sont vraies bien sûr, mais elles ne garantissent en rien des performances futures assurées. Donc ne vous ruez pas sur ces stratégies en pensant que vous allez forcément gagner de l'argent à long terme. Ça a fonctionné dans le passé, mais rien ne nous dit que ça va fonctionner dans le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toutes les sources sont en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!